Bonjour, je suis Fabrice Trollet, je suis Product Manager chez All4Tech, Product Manager de Matelot, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment échantillonner un combinatoire de cas de tests très important de façon à avoir le minimum de cas de tests pour obtenir la combinatoire utile avec la plus grande combinatoire utile avec le minimum de cas de tests en utilisant l'échantillonneur de Gibbs. Alors prenons un exemple où on a un certain nombre de paramètres, par exemple le moment de la journée, avec deux classes d'équivalence, le jour, la nuit, une luminosité qui va dépendre du moment de la journée, qui peut être haute, moyenne ou faible. Et donc ces paramètres étant liés entre eux, dans ce qu'on appellera une clique et QUE est un ensemble de paramètres et de classes d'équivalence qui sont liés, qui vont être liés par des probabilités. Prenons ensuite une autre série de paramètres qui vont concerner le temps. Donc avec le premier qui sera la pluie, avec trois possibilités de pluie, aucune faible ou haute. La neige, avec là où il n'y a pas de neige. Si on met les essuie-glaces, si la neige va masquer la route, si il peut y avoir du brouillard. Donc avec des probabilités, qu'on parlera plus tard, qui permettront de relier chacune de classes d'équivalence d'un paramètre avec les paramètres liés au sein d'une clique, eux-mêmes liés par des probabilités de tirage. Donc ensuite on a une troisième clique qui vont concerner la structure de la route avec différents paramètres et leurs classes d'équivalence et d'autres paramètres, cette fois-ci indépendants au sein de leur clique, qui correspondront au dénivelé, à l'état de revêtement de la route, aux différents autres paramètres que l'on peut avoir de marque ou de perturbation que l'on peut avoir sur la route. Donc si on veut faire dénombrer l'ensemble des combinatoires possibles que l'on a dans cet exemple qui reste simple, eh bien on va compter le nombre de paramètres qu'il y a par le nombre pardon, de classes d'équivalence que l'on a par paramètre. Donc là on va retrouver avec cette formule Excel deux paramètres, ici trois paramètres, et ainsi de suite. Et donc la combinatoire globale de l'ensemble des possibles des cas de tests que l'on pourrait vouloir tester, c'est globalement le produit de l'ensemble des sommes des classes d'équivalence de chaque paramètre. Donc ici, on a le produit de ces ensembles de sommes qui va nous faire, pour cet exemple simple, déjà près de 6 millions de combinatoires possibles. Donc si on prend un modèle un peu plus compliqué, par exemple une dizaine de classes d'équivalence associées à par exemple une centaine de paramètres, eh bien donc ça cet exemple on retrouve très rapidement ce type d'exemple quand on va tester des véhicules autonomes et qu'on va vouloir faire un environnement qui ressemble un petit peu à la réalité. Et donc dans cet exemple, 10 classes d'équivalence pour 100 paramètres, on obtiendra 10 exposant 100, 1 et 100 0, possibilités de combinatoires et donc de tests possibles à faire. Donc on voit rapidement qu'il est impossible et illusoire de vouloir faire l'ensemble de ces paramètres. Et donc on va devoir en tirer certains que l'on va vouloir être le plus représentatif de la combinatoire que l'on cherche, c'est-à-dire des probabilités de ce qui peut arriver dans la vie. Donc pour faire cela, donc on va lier en fait chaque classe d'équivalence au sein d'une clique aux classes d'équivalence donc de la même clique par des probabilités. Donc on mettra, s'il fait jour, il y aura par exemple une grande probabilité que la lumière soit haute, ou une moyenne probabilité que la lumière soit faible, et puis quand il fait jour, on pourra dire que la lumière est très rarement faible, tandis que la nuit, on mettra par exemple une plus grande probabilité, même très grande pour l'eau, et puis on mettra 0% par exemple à high. Donc ça, on va relier des paramètres entre eux par des probabilités.
Et on va faire ça dans chacune des cliques. Donc la clique 2, weather, on va lier le fait qu'il y ait de la pluie avec la neige, avec les essuie-glaces s'ils sont allumés, et si par exemple la neige va masquer ou pas le sol et qu'il y ait du coup du brouillard. Et donc chacun des clics, on va faire ce travail-là. Et ensuite, on va indiquer pour chacune des clics l'importance que l'on accorde à la clique dans la combinatoire globale que l'on veut obtenir. Donc si on veut faire par exemple des tests qui sont très liés au temps, donc on veut que ces combinatoires-là soient plus liées aux autres, donc elles sont plus importantes, donc on va mettre un poids plus important à des clics, donc à un groupe de paramètres composés eux-mêmes de classes d'équivalence liées entre elles par des probabilités. Et donc on aura, en résumé, donc des clics, une probabilité d'occurrence de la clique, donc sachant que la somme des combinatoires des clics doit faire 1 ou 100%, et on aura des paramètres avec des classes d'équivalence elles-mêmes liées dans une clique entre, par des formules, par des probabilités. Et l'échantillonneur de Gibbs que nous allons faire et que nous avons développé comme algorithme de Matelot va permettre d'atteindre très rapidement la distribution stationnaire. Alors qu'est-ce que c'est que la distribution stationnaire? C'est un ensemble de cas de tests, donc de paramètres et de classes d'équivalence de paramètres pour chaque paramètre qui va être tiré. Et ces classes d'équivalence et cet ensemble de paramètres qui va être tiré, eh bien, il va représenter à la fois le lien qu'il y a, par exemple, quand on dit qu'il y a du jour, eh bien, on aura souvent des cas qui seront plutôt lumineux, et de nuit, on aura peu de cas lumineux, voire aucun lumineux. Donc ça va refléter à la fois cette combinatoire-là, mais lié avec une combinatoire au sein de chaque groupe de paramètres ces deux clics en fonction du poids des clics. Et donc la distribution stationnaire, on dit qu'elle tend vers pi, va permettre d'avoir de façon exponentielle cette atteinte distribution que l'on veut. Et donc autrement dit, ça va permettre d'avoir avec peu de cas de test, peu de tirage de cas de test dans Matelot, un échantillon de cas de test qui vont être représentatifs des milliards et des milliards de possibilités des échantillons. Donc, si l'on compare les algorithmes qu'on pourrait avoir avec Matelot, donc si on veut faire par exemple de l'échantillonnage en utilisant l'algorithme user oriented, et ben, le user oriented de Matelot, au début, ben, il va converger, il va trouver donc un ensemble de combinatoires assez rapidement, mais très vite fait, eh ben, il va commencer à faire beaucoup de doublons jusqu'à ce qu'il ait de plus en plus de mal à trouver de nouvelles combinatoires en respectant bien sûr le poids qu'on aura mis dans le lien qu'il y a entre les classes d'équivalence. Et donc il faudra faire énormément de cas de test pour aller tendre vers 100% de la couverture. Donc en bleu, on a le user oriented. Donc si on a juste au début peu de cas de test, ben effectivement, ça va être intéressant, mais il y aura tellement de doublons que la chance à chaque fois en tirant un nouveau cas de test d'en obtenir un va être tellement faible que ben, ça va être de plus en plus faible et donc la pente va être de plus en plus faible. Ce qui va être représenté par un logarithme. Eh bien, comparer le user oriented avec l'algorithme de Gibbs, l'échantillonneur de Gibbs, eh bien, on va pouvoir aller de façon très linéaire, et enfin, ce qui veut dire de façon exponentielle par rapport à un tirage aléatoire classique, on va pouvoir converger de façon très rapide vers les 100%, et avec plus on va tirer d'échantillons, plus il y aura une différence avec une méthode de tirage aléatoire classique. Et donc ça nous permettra par exemple, donc on expliquera après le calcul par la suite, ce sera Guy Fayol qui est responsable de laboratoire à l'INRIA qui expliquera précisément cet algorithme, mais on va pouvoir avoir avec peu de cas de test faire un échantillon représentatif de la réalité. Donc par exemple, si on a des milliards de possibilités de combinatoires, et bien simplement avec quelques milliers d'échantillons tirés avec l'échantillonneur de Gibbs,
on aura quelque chose qui va refléter à 95% la réalité des cas de tests que l'on veut faire. Et ainsi, on n'aura que, par exemple, que quelques milliers de cas de tests à la place de quelques milliards ou même plus à passer. Et ces cas de tests seront suffisants et on pourra même les pondérer par rapport à un poids pour refléter donc le poids qui correspondra à l'écart entre les entre ce qui a été tiré et leur représentativité. Et donc on pourra représenter un nombre d'heures, par exemple, si on veut faire l'algorithme de Gibbs pour simuler des heures de roulage, on pourra représenter ces milliers de cas de test par des milliards d'heures représentatives et faire un lien mathématique prouvé entre cet échantillon et la réalité si on avait à générer un très grand nombre de cas de tests aléatoires. Donc on rentrera plus précisément sur comment fonctionne d'un point de vue mathématique la théorie de l'échantillonneur de Gibbs. Je vais vous montrer dans Matelot comment on utilise et comment on va faire un modèle. Donc c'est une modélisation spécifique qu'il faut faire pour arriver à modéliser ce type de classe d'équivalence, paramètres et classes. Alors j'ouvre un projet qui est déjà fait, qu'on a fait donc pour le projet Covadec, qui est un projet FUI, projet de recherche et développement. Donc on va représenter dans ce modèle Matelot les différentes cliques. Donc les cliques sont un ensemble de paramètres. Donc comment on représente une clique? Donc je vais agrandir. Eh bien en faisant un groupe de paramètres avec pour chaque niveau de Matelot, donc une arborescence, et pour chaque niveau, on va représenter un paramètre et ses différentes classes d'équivalence. Donc par exemple, le premier paramètre, ça va être moment. Donc on part de moment, et ensuite on aura soit le jour, soit la nuit. Et ensuite, sous le jour, eh bien, on aura des possibilités de jour, de luminosité associées au jour, que l'on va indiquer en dessous par des paramètres liés. Et donc dans Matelot, on peut indiquer, quand il y a du jour, on peut indiquer une luminosité faible ou pas. Donc là, la luminosité n'est pas... on peut indiquer par exemple ici, donc sur le profil défaut profile, que je peux afficher par exemple ici, qu'il y a par exemple plus de probabilité qu'il y ait une luminosité forte. Donc par exemple, on peut mettre, donc ça c'est l'inverse plutôt qu'il faut indiquer. Donc là je peux indiquer very often quand il fait jour, on a plus de chances d'avoir une luminosité forte que quand il fait nuit, on peut indiquer là une luminosité qui cette fois-ci, la luminosité forte, ben, la possibilité de l'avoir elle est faible quand il fait nuit. Donc on va pouvoir indiquer comme ça dans Matelot pour chaque paramètre que l'on a dans son modèle, on va pouvoir indiquer ces classes d'équivalence et le lien qu'il y a entre les classes d'équivalence. Donc là on aura la nuit avec ses trois possibilités, le jour avec ses trois possibilités et la nuit avec ses trois possibilités. Et que à chaque fois qu'on va retourner sur un état qu'on va appeler S, mais on peut appeler comme on veut, on va, où on va regrouper en fait toutes les classes d'équivalence au sein d'un seul état, ça va représenter ce qu'on appelle une clique. Et je vous montrerai par ailleurs comment on mettra la probabilité de tirage de la clique. Donc ça c'est pour la première clique. Ensuite pour la deuxième clique qui concerne le temps, la météo, donc on voit qu'on a le premier paramètre qui est au même niveau à chaque fois, pluie ou pas, avec des probabilités. Et quand il y a de la pluie faible ou forte, on pourra indiquer s'il y a de la neige ou pas. Donc on n'est pas obligé d'indiquer s'il y a 0%, on n'est pas obligé d'indiquer neige ou pas neige, on peut mettre comme on veut, mais par contre ce qu'il faut c'est bien mettre les paramètres dans le même ordre au niveau du modèle. Ensuite, pas de neige, comment on va mettre les essuie-glaces avec des probabilités qui peuvent changer. Ensuite, les flaques d'eau ou les flaques de neige que l'on peut avoir. On pourra ensuite avoir le brouillard associé. On va ensuite pouvoir regarder la clique suivante, donc la troisième clique,
qui va concerner donc l'environnement. Dans cet environnement, on a encore trois sous-possibilités. Ça peut être des clics ou pas. On n'est pas obligé de mettre tout dans une macro chaîne, même si ça peut être plus propre de mettre une clique par macro chaîne. Et dans cette dans cette macro chaîne, il y a cette fois-ci aussi deux clics. La première qui va concerner donc les structures de la route et une autre qui va monter toujours dans le domaine de la structure de la route, mais si la route sont dénivelées. Donc il n'y a pas de dépendance entre le dénivelé et la structure. Donc là, sur la structure de la route, donc si l'on zoome par exemple pour un type de route campagne, on pourra avoir des probabilités de tirage de limitation de faibles courbures qui peuvent être différentes, avec après des rayons de courbure qui peuvent être différents en fonction des limitations des courbures. Et derrière, on pourra aussi avoir donc c'est pas une clique, mais on pourra retrouver, regrouper certains éléments pour éviter qu'il y ait d'une arborescence trop importante. Par exemple, pour ces rayons de courbure, on pourrait avoir un virage à droite, un virage à gauche, on peut tout regrouper, tandis que sur le cas d'une route à droite, il n'y a pas de virage, donc il n'y a pas besoin de remettre, en tout cas, un virage à droite et à gauche pour chacun de ces éléments-là. On peut regrouper certains éléments. C'est comme le nombre de voies. Ici, par exemple, sur une route urbaine, il n'y a que deux voies. Et là, il y a aussi trois, on n'est pas obligé de mettre à chaque fois 0% pour la troisième voie. Donc ça va être la troisième clique. La quatrième clique, donc ça va être le différent dénivelé, avec ses probabilités de tirage que l'on met dans Matelot. On en est là. Et ensuite, on a donc six autres paramètres qui sont dans des cliques indépendantes, qui sont modélisés donc en tant que revêtement, revêtement clair, sombre, les rainures, donc dans des cliques à chaque fois indépendantes. Et enfin, on a les perturbations qui est aussi dans une clique indépendante. Donc on voit dans ce modèle comment on a pu faire un lien entre chacune des classes d'équivalence de chacun des paramètres. Ensuite, pour indiquer comment on va mettre la probabilité d'occurrence d'une clique, on mettra cette information-là dans la génération en sélectionnant donc l'algorithme le Gibbs Sampler. On va indiquer un fichier ici où on va mettre la probabilité d'occurrence de chacune des clics. Alors ce fichier, sachez que vous allez devoir créer vous-même. C'est un fichier de type CSV que vous allez pouvoir ouvrir. Donc par exemple, je vais prendre le fichier, un fichier que je vais appeler alpha i.csv. Et dans ce fichier-là, on a la probabilité de tirage de chacune de clics. Donc c'est soit de tirage, soit d'importance que vous voulez qu'une clique ait comme lien de combinatoire par rapport aux autres. Donc si vous voulez qu'il y ait une clique qui ait beaucoup de combinatoires par rapport aux autres, par exemple la première, vous voulez qu'elle ait plus de combinatoires, enfin les deux premières par rapport aux autres, vous aurez des poids plus importants. Donc on saisit avec des virgules entre chacune des nombres les clics. Donc il faut qu'il y ait le même nombre de clics que de nombres. Ici, chacun séparé par des virgules. Donc là, on en a bien 9. Donc c'était bien les 9 que l'on a ici et dans Matelot. Donc pour rappel, donc c'est important de bien faire ça, sinon ça ne marchera pas. Donc on a la première clique séparée par celle-là, la deuxième clique. Ensuite, on a donc dans l'environnement donc 3, 4. Ensuite, le revêtement 5, 6, 7, 8. Et enfin, la dernière, 9. Donc on a bien les 9 clics séparés par des virgules. Et il faut que la somme soit égale à 1. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, on fera peut-être des évolutions pour rendre plus industrielle cette saisie. Mais pour l'instant, la saisie est comme ça dans Matelot. Et le modèle doit bien avoir, à chaque niveau de modèle, un paramètre qui est composé des classes d'équivalence. Donc ça c'est important pour que l'algorithme de Gibbs fonctionne. Donc on va pouvoir ensuite utiliser l'algorithme de Gibbs. Pour que l'algorithme de Gibbs, donc pour l'installer, donc c'est la version 5.5, il faudra nous demander le plugin qui pourra peut-être être mis par défaut pour les futures versions de Matelot.
comment va fonctionner l'algorithme de Gibbs de façon simple. Donc on a deux possibilités d'options. Donc soit à chaque nouveau cas de test, on va changer seulement un paramètre du modèle, soit on va changer un groupe de paramètres au sein d'une clique. Donc par exemple, prenons une clique un peu plus simple. Euh, bon, enfin celle-là par exemple. Donc si on change à chaque fois, donc Matelot va choisir en fonction du pourcentage de la clique, il va choisir la clique qui souhaite changer. Donc par exemple, si celle-là a plus de probabilité, bah, elle aura plus de chances d'être tirée. Et donc quand il va tirer cette clique-là, il va choisir au début un chemin qui va être tiré par Matelot, qui va dépendre des probabilités que l'on va mettre sur les différentes transitions. Et au coup d'après, si jamais... donc il va faire après une séquence de cette façon-là. Et au coup d'après, donc si on change simplement, ici si on met simplement un input, et bien au coup d'après, s'il choisit la même clique, il ne changera que un input par rapport à ça. Donc par exemple, au lieu de changer enfin, un paramètre par rapport à ça, donc il garderait par exemple tout cela, et il va changer par exemple à la place de ce qu'on avait fait, il changera, excusez-moi, au lieu de sélectionner ceci, il sélectionnera cela à la place, avec bien sûr le même chemin que l'on avait avant, c'est-à-dire, je le remets, on avait, il me semble de mémoire, euh, ce chemin-là, voilà. Et donc au coup d'après, il va changer celui-ci par rapport à celui-là. Donc là, c'est qu'il a changé simplement un input. Il y a une possibilité aussi de changer un groupe d'inputs, et dans ce cas-là, à chaque fois qu'il va retirer un autre chemin, il pourra très bien prendre, par exemple, à la place de tout ce chemin-là, il changera un nouveau chemin au sein de la clique. Donc c'est l'algorithme de Gibbs qui demande de faire ça. Et c'est comme ça qu'il va choisir. Alors pourquoi on a deux paramètres puisqu'en fait, dans certaines simulations, notamment en 3D, il est plus aisé d'enchaîner les quatre tests sans avoir à changer à chaque fois tous les paramètres. Donc on pourra mettre par exemple une scène, comme ici, avec différentes routes, où on va reprendre les conditions météo. Et par exemple, à un moment donné, si on change qu'un paramètre, il rajoutera juste, en plus de tout ce qu'il a fait avant, les essuie-glaces ou pas les essuie-glaces, tout en regardant les flaques d'eau, la luminosité et la pluie. Donc du coup, au niveau temps de simulation, il y aura moins de temps machine pour recréer un environnement. Donc c'est un peu gagné après en temps vis-à-vis de la génération et de l'exécution des tests. Donc là, on va générer ensuite, donc un certain nombre de cas de tests. Donc je vais passer, bon, je vais mettre par exemple 1500 cas de tests et je vais prendre la probabilité. Donc je peux changer bien sûr les probabilités de tirage. Donc là je vais mettre tout TQ probable par exemple. Et mais bien sûr il faut prendre des poids pour que ce soit intéressant, des poids réels, donc des poids sur autoroute ou des tests que vous voulez faire, puisque bien sûr, je vous rappelle, l'échantillonneur de Gibbs va converger de façon exponentielle vers la distribution. Et ces distributions concernent le pourcentage des clics et le pourcentage des probabilités qu'il y a entre chacune des classes d'équivalence. Et il va le faire de façon mathématiquement prouvée le plus rapidement possible. Donc là, je génère, donc je demande un certain nombre, donc 1500 par exemple, et donc là, il va générer ces 1500, ça va prendre un certain temps. Donc je vais mettre sur pause. Et je décoche et la génération est finie avec 1500 cas de tests qui ont été générés. Donc là, Matelot, puisqu'en fait cette option était cochée, est en train de calculer l'ensemble des combinatoires. Donc il peut y avoir des doublons. Donc si je décoche les doublons, on y a des rouges. Donc l'algorithme de Gis peut faire des doublons. Mais comme Matelot est capable de supprimer les doublons, donc les doublons c'est des transitions liées, donc on peut les supprimer, et bien ça va converger encore plus rapidement sans faire des tests inutiles. Donc si on prend tous ces tests, ces 1500 tests, donc là on voit qu'on n'a pas forcément toutes les transitions qui sont couvertes, mais en tout cas on a la distribution, parce que c'est lié au poids qu'on a mis bien sûr dans le modèle, mais on aura la distribution beaucoup plus
la distribution va être atteinte beaucoup plus rapidement que si on avait fait du user oriented, où au début on aurait eu à peu près la même chose, mais après, eh bien, le user oriented aurait commencé à plafonner, même il va aller vers 100, mais dans énormément plus de cas que si on est avec l'algorithme de Gibbs qui va permettre d'atteindre les 100% de façon plus rapide. Donc, en résumé, on va pouvoir ensuite sélectionner un certain nombre de cas. Et ces cas, bon, il faudra comme un certain nombre, s'il n'y en a pas, ils vont être beaucoup plus représentatifs des combinatoires que vous voulez avoir au bilan. Et vous pouvez avoir des facteurs de 1000, 10 000, voire beaucoup plus entre l'échantillonnage et la réalité si on faisait l'ensemble des combinatoires. Donc on va regarder deux cas de test les uns après les autres consécutifs pour voir que normalement il ne change que un paramètre par clic. Donc je sais pas, par exemple on va cliquer sur celui-ci, donc on va l'ouvrir, on peut le voir avec les paramètres, les différentes valeurs tirées de cette façon là, mais c'est beaucoup plus simple de le voir de façon graphique. Donc on va ouvrir à la fois le test 299 et le 300 par exemple. Il faut qu'ils se suivent pour que on voit bien la différence. On les met deux en HTML. Donc on revient sur le 299, on regarde la première combinatoire, enfin la première clique et celle-ci, et pour voir la différence, voilà, bah, donc on voit tout de suite que c'est ces paramètres qui ont été changés sur la première clique. Donc, ce qui veut dire que sur les autres clics d'après, l'algorithme de Gibbs ne va pas modifier consécutivement les autres tirages. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va vérifier. Donc voilà, on voit qu'ici les 299 et le 300 sont le même pour ces clics, ces deux clics. Pour celui-ci, voilà, on a aussi la même chose. Et la dernière clique, des marquages travaux, qui est aussi au milieu. Voilà. Et donc, on pourrait prendre d'autres exemples, d'exemples qui suivent. Je sais pas, pour exemple le 1, voilà, et le 2, par exemple. Et donc sur le 1, on va voir que la première doit être ou pas différente. Alors on va regarder. Donc c'est les mêmes, les premières clics sont les mêmes. Ensuite, la deuxième clique, c'est la même aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une autre clique qui a changé. Et cette clique là, ça passe comme ça. Et cette clique ici, voilà, là où ça a changé. Donc effectivement, il y a eu un paramètre qui a changé entre ces suite 1 et suite 2. Et normalement, la dernière ne doit pas bouger parce que c'est qu'un seul paramètre par clic qui change à la fois. Et c'est ça l'algorithme de Gibbs. Voilà, là il passe par marquage travaux. Donc on voit à chaque fois on a des combinatoires et cette façon de tirer tirer une probabilité d'une clique et après un chemin à le faire dans la clique et de ne changer qu'un seul chemin à la fois sans changer les autres clics, ça fait que ça converge de façon exponentielle. Je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir réaliser un modèle facilement, un modèle spécifiquement pour faire du Gibbs. Donc on peut automatiser de nombreuses étapes du modèle. Donc je crée un nouveau modèle. Donc cette fonctionnalité sont faites avec la V5.5.1 et supérieure. Donc on va pouvoir déjà importer les données de la feuille Excel. Donc on va vouloir importer par exemple la première clic. Donc j'ouvre ma feuille Excel. Et dans cette feuille Excel, je vais vous importer les données de A2 à B5. Donc j'indique A2 à B5 avec un point, je dis que le header est la première ligne et j'indique que chacune des colonnes est un énuméré. Ça créera automatiquement un énuméré. Et donc les données sont automatiquement créées. Voilà, donc on va l'appeler ça moment and weather. C'est la première clique qui est une structure composée
des éléments des classes d'équivalence. Je vais importer ensuite la deuxième clique, donc toujours dans le même fichier, qui se trouve entre entre C2 et G5. C2, G5, ça c'est le weather. Et j'indique que ces données sont toutes désénumérées pour créer automatiquement les classes d'équivalence. Voilà, donc je vais appeler cette nouvelle structure weather, par défaut elle prend le nom de la feuille. Et puis bon, je vais faire bon, la troisième clic, je m'arrêterai là, road structure, donc de H2 à K6. Donc j'ouvre la feuille toujours H2 à K6, je prends le header, et j'indique que tous les champs sont désénumérés de façon à créer automatiquement les classes d'équivalence. Classes d'équivalence qu'on peut éventuellement voir ici. Je fais Finish. Et donc ça, on va appeler ça la troisième, c'était la structure de la route qui a été créée ici. Road structure. Donc ces fonctionnalités existent depuis la version 4, de la version 5.4.1 de Matelot, l'import des données. Donc ensuite on va prendre par exemple la première donnée, enfin le premier type qu'on va créer. Donc on va utiliser un type structure par exemple moment. Et cet input qui est composé donc de chaque paramètre et composé eux-mêmes des différentes classes d'équivalence, on va le mettre sur une transition qu'on va appeler par exemple moment aussi. Donc on met cette structure dessus, donc par défaut les valeurs sont équiprobables. Et ensuite on va faire un auto-design. Donc on fait clic droit sur la transition sur laquelle se trouve la stimulation, on fait auto-design en bas, et là on a deux possibilités. Donc minimum data coverage, c'est fait pour faire les classes d'équivalence les unes en dessous des autres, et full data coverage, ça permet de mettre les classes d'équivalence dans les autres comme des poupées russes. Donc on va faire minimum data coverage dans notre exemple. Donc ça crée automatiquement les classes d'équivalence les unes en dessous des autres. Donc ce qu'on fera derrière, c'est que si jamais vous voulez, par exemple la luminosity, ici ça crée des clics indépendants par défaut, mais si vous voulez faire des clics avec des différences entre les variables, donc il suffit de faire un copier-coller des choses qui varient, et là de mettre les informations euh, des classes reliées de cette façon-là. Voilà, donc ça, on va supprimer ces données-là. Et l'intérêt, c'est il y a juste à relier les classes entre elles, et il n'y a pas à saisir les données euh, entre, voilà, entre elles. Donc là, j'ai juste à remonter ces informations-là, voilà, pour faire des liens. Et là, ensuite, vous pouvez changer les probabilités. Donc ce que Matelot a fait, donc là, il y aurait une troisième branche à gérer. En fait, là, c'était la branche non applicable, c'est une cellule vide de Excel. On n'aurait pas dû l'importer. Donc là, je vais la supprimer manuellement. Voilà. Donc là, on peut changer les probabilités de chacun des éléments. Le modèle a été fait en partie automatiquement. Et donc, ce que Matelot a fait, c'est que sur, par exemple, là, sur cet élément-là, par exemple, il a pris pour la variable, pour le paramètre moment, il a mis la classe d'équivalence est égale à la structure moment, et il a pris true, c'est-à-dire il a pris euh, la night pour enfin la nuit pour le premier paramètre, et ensuite pour les autres valeurs. Donc il a pris quand on est à la nuit, on pourra faire soit high, soit medium, soit medium, soit low, et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir faire votre modèle très facilement comme ça, sans avoir à mettre les paramètres et à les faire varier, parce que tout est fait automatiquement. Donc il a créé automatiquement
ces données-là. Donc les données qu'on avait mis préalablement ici, elles sont là, mais en fait on peut maintenant, on n'a plus besoin, on peut les effacer. Et sur celle-là, donc il avait écrit moment, maintenant on va gérer, donc ça a été mis là-dedans. Donc pour la deuxième, on va mettre par exemple la deuxième structure qu'on va appeler weather. Weather, je la mets ici. J'indique que c'est le weather ou pas forcément nécessaire. Et là, derrière, je fais aussi un minimum data coverage. Et ainsi de suite. Donc là, il a remis tout en classe indépendante, en clic indépendante, mais vous aurez à copier-coller les endroits et rattacher tous les endroits du modèle que vous avez à faire, de façon à pouvoir refaire un modèle qui ressemble à celui qu'on a fait précédemment. Et enfin, donc sur la dernière, par exemple, on retire weather et on va mettre donc la dernière structure qu'on avait importée, la road, par exemple. Et ensuite, je mets la route à cet endroit-là. Je fais un auto-design. Alors, il faut que j'ai un nom par défaut, donc road. Voilà, et donc là, il a mis la route qui s'est créée. Et donc, vous n'aurez plus qu'à faire les différents copier-coller des dépendances des classes d'équivalence et y mettre par exemple là sur NB lane, là il a mis par défaut que c'était true, c'est-à-dire que concrètement il a mis 100% de chance d'avoir une voie, mais bien sûr c'est à vous de changer vos probabilités en disant qu'il peut avoir 100% ou un peu moins. Donc c'est pas par défaut il met 100% pour faire le lien, mais c'est à vous de changer vos probabilités qui doivent correspondre le plus possible aux valeurs mesurées et constatées pour que la distribution à la fin converge vers des valeurs physiques les plus réelles possibles. Je vais passer maintenant la parole à Guy Fayol, qui est responsable de laboratoire émérite à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatisation, qui va nous expliquer plus précisément comment fonctionne d'un point de vue mathématique l'algorithme de Gibbs. Bonjour, je m'appelle Guy Fayol et je suis conseiller scientifique auprès de l'École des Mines qui était partenaire du projet Covatec. Donc Fabrice Trollet vient de vous présenter les grands principes de Matelot et même le fonctionnement de l'algorithme que nous avons proposé pour générer ces cas de test, c'est-à-dire l'algorithme de Gibbs. Donc là, je vais très brièvement, car ça pourrait prendre des heures si on le voulait, vous présenter un peu le substrat théorique de l'algorithme de Gibbs. Donc, on a un système qui comporte V paramètres. Chaque paramètre prend des valeurs. Donc, les valeurs attachées à chaque paramètre, c'est ce qui est appelé classe d'équivalence. Donc, si on a 100 paramètres, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur pour Matelos, et chaque paramètre pouvant prendre une dizaine de valeurs, on peut avoir donc jusqu'à 10 puissance 100 possibilités. Donc, pour générer les cas de test de toutes ces possibilités, on voit qu'on est immédiatement confronté à une explosion combinatoire. Donc, c'est toute la problématique qui est sous-jacente à ce principe. L'idée étant, bien sûr, qu'en bout de course, nous voudrions parcourir moins de kilomètres, moins de dizaines de milliers de kilomètres, moins de millions de kilomètres même, voire Google sur les routes de Californie et des États-Unis, donc grâce à quelques améliorations théoriques. Le système ici donc est représenté par un grand vecteur de taille que nous appelons grand V. Le principe va être de représenter l'état du système en fait par un ensemble de groupes, de sous-groupes indépendants. Il y aura peut-être une dizaine de sous-groupes ou une quinzaine, c'est-à-dire
au départ, si on a 100 paramètres, on va regrouper en sous-groupes qui seront, comme on le voit sur le transparent, sur le papier, dénommés clics. Donc ces clics seront indépendantes, c'est pour ça qu'on les appelle clics maximales. C'est-à-dire qu'elles vivent leur vie indépendamment du reste, mais chaque clic est formé d'un ensemble de paramètres. Donc chaque clic est un sous-vecteur et chaque sous-vecteur, chaque coordonnée, ici xj1, xj2, xjlj, chaque coordonnée prend un certain nombre de valeurs, c'est la classe d'équivalence. À chaque coordonnée, toutes ces composantes sont aléatoires et le nombre de configurations possibles est très vaste puisque il fait c'est donné par cette équation ici, c'est le produit des configurations de chaque composante, donc c'est assez gros. Alors, quelle est l'idée sous-jacente à GIPS? C'était un algorithme, quand même, ce n'est pas inutile de rappeler la genèse de ces algorithmes. Ces algorithmes, c'était initialement l'algorithme de Metropolis. Donc, Metropolis, c'était vers les années 50 et même avant. C'était pour la physique atomique, c'était pour les grands systèmes de particules. Donc, les physiciens essayaient de trouver des méthodes de génération de simulations rapides, car c'est bien ce dont nous avons besoin dans Covadex, c'est de générer des cas de test. Donc, l'idée dans ces algorithmes était qu'on construisait, alors il y a toute une théorie sous-jacente qui consiste à fabriquer ce qu'on appelle des champs markoviens. Qu'est-ce que ça veut dire un champ markovien? Il n'y a pas besoin d'être théoricien pour voir ça, c'est que de dire qu'à un moment, la composante numéro i, c'est-à-dire une composante d'un vecteur, évolue en fonction d'un voisinage et non pas en fonction de tout le vecteur. Si tout est dépendant de tout, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en général, dans la vraie vie, on remarque que les dépendances conditionnelles sont relativement sympathiques, c'est-à-dire qu'une composante évolue en fonction de l'état de son voisinage. Donc ici, notre idée a été de fabriquer ce qu'on appelle RSGSI, en anglais Random Scan GIPS Sampler Independent, c'est-à-dire un échantillonneur de GIPS à clic indépendante, qui permet d'obtenir assez vite une couverture, une représentation de la mesure stationnaire et donc des tirages, de l'ensemble des tirages, de l'ensemble des simulations qu'on veut obtenir. Obtenir cet ensemble de façon assez rapide. Alors, là, bon, j'ai mis des considérations théoriques là-dessus, mais simplement, ces vitesses de convergence sont liées à des convergences d'opérateurs au sens mathématique, surtout dans les processus markoviens. Enfin, certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle des chaînes de Markov, hein, c'est-à-dire que l'évolution d'une chaîne, l'évolution pour passer à l'instant t plus 1 ou à l'instant n plus 1, si on est dans le cas discret, sachant l'état n, eh bien, il n'y a pas besoin de tenir compte du passé. Donc, on évolue, le futur est indépendant du passé conditionnellement au présent, sachant le présent. Donc, ici, la notion de présent, de passé, c'est lié à ces voisinages, donc à cette représentation en champ aléatoire, dont je ne parle pas ici, simplement, quand même, il ne faut pas avoir peur de se cultiver un peu. Donc, le paramètre choisi en tant que borne supérieure, car il y a énormément de problèmes ouverts dans ce champ d'application, c'est-à-dire qu'on n'a pas par exemple pour les échantillonneurs de GIPS aléatoires, on n'a pas de formule disant voilà la vitesse de convergence c'est ça. Non, on doit à chaque fois avoir des estimations, car on a des objets théoriques, par exemple les valeurs propres, les secondes valeurs propres de certains opérateurs, mais qui sont
très peu facilement calculable. Donc ici, il y a une distance qui avait été introduite dans la fin des années 50 par un grand probabiliste, je pourrais dire un savant, que nous avions reçu à l'INRIA d'ailleurs, Rolando Dobrouchine, qui avait introduit pour une matrice d'état fini, une distance, c'est un coefficient d'ergodicité, c'est en fait une borne supérieure du taux de convergence que j'appelle ici delta de P, c'est l'équation 3, et qui est calculable. Calculable, alors comment? Pas très facilement, il est extrêmement difficile pour l'instant, là, nous travaillons dessus, pour essayer justement dans le cas des algorithmes de Gibbs aléatoires d'avoir quelque chose de formel. C'est 1 moins cet infimum pris sur tous les états d'une somme qui est en somme, qui est ce minimum de PIK, PKJ. Et ces PIK, PKJ, qu'est-ce que c'est? C'est des probabilités d'occurrence des clics. Les clics, c'est les probabilités associées aux clics. Donc et ça, c'est donné par Matlot. Donc notre idée, c'était justement en utilisant Matlot, d'introduire donc un plugin, une espèce de procédure attachée, mais qui permettent facilement d'accéder aux résultats. Alors les PIK, PJK, donc sont ces éléments de la matrice grand P, cette matrice grand P qui est l'opérateur qui a comme espace d'état ce grand lambda qui peut donc être de la forme 10 puissance 20 ou des choses comme ça quand même. Donc, cette borne, je vais essayer de vous montrer un peu sur un exemple comment on peut la calculer dans des cas concrets. Sachant qu'ici, il s'agit d'un calcul purement numérique, purement algorithmique, donc puisqu'on dispose de toutes les données. Les données, alors, revenons voilà un exemple. Alors, c'est un torchon qui a été fait disons, c'est tout frais, c'est pour montrer. Ici, par exemple, on envoie une matrice de 9 colonnes et 9 lignes. On a représenté les 9 colonnes. Alors, 2 classes d'équivalence seulement, qui prennent chacune 3 valeurs. Donc les classes d'équivalence ici sont les composantes sont donc c'est les x1, x2 du papier précédent. Donc je suis ici dans l'état 1,1, ensuite je passerai à l'état 2,1, l'état 3,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première composante, la première classe d'équivalence est dans l'état 1, ici dans l'état 2 et ici dans l'état 3, mais la deuxième ne bouge pas. Alors, de l'état 1,1, je peux rester à l'état 1,1, aller à l'état 2,1, aller à l'état 3,1, etc. Là. Bon, alors, avec quelle probabilité, eh bien ici, par exemple, de l'état 1,1, si je reste à l'état 1,1, là, c'est les probabilités alpha 1 U1 plus alpha 2 V1. C'est-à-dire qu'avec probabilité, puisque l'algorithme de Gibbs est aléatoire, il consiste à ne modifier qu'une composante du vecteur à chaque fois. On a un état donné, et l'étape suivante, c'est-à-dire à chaque fois on génère évidemment un tirage, un échantillon, par simulation, et comment est-ce qu'on le génère? En ne modifiant qu'une composante. Donc, on la modifie avec probabilité alpha 1 si on a choisi la première composante, et dans ce cas-là, elle prend la valeur U1, ici, dans ce cas-là. Dans le deuxième cas, dans d'autres cas, elle prendra la valeur U2, mais ça voudra dire qu'on est passé de la première composante 1 à la première composante 2, à la valent 2. Donc, ici, on a alpha 1 U1 plus alpha 2 V1. Là, pour passer de l'état 1,1 à l'état 1, à l'état 1, 2, 1, pardon, on est passé à l'état 2, 1,
avec la probabilité alpha 1, puisqu'on on a modifié la première composante, et donc et elle a pris la valeur 2, donc U2, avec probabilité U2. Donc c'est U1, U2, U3, là c'est les probabilités des clics, de la clique 1. Les V1, V2, V3, ce sont les probabilités de la clique 2. Donc cette matrice est grosse, elle fait ici 9 fois 9, ce qui n'est pas énorme par rapport à la vraie vie, mais c'est déjà... Et donc, on arrive à calculer, en faisant des calculs d'infimum et de minimum, etc., on arrive à avoir une borne de delta P. Mais il faut la calculer, il n'y a pas de... L'idée qui n'est pour l'instant pas démontrée mathématiquement, ça serait d'avoir une jolie, une forme optimale en fonction des alpha i. Mais ça, on peut le faire. Mais c'est à chaque fois pour une distribution donnée, bien sûr. Bon, alors, c'est-à-dire qu'on peut, ces minimums et ces maximaux, ils dépendront de la valeur de l'énergie maximale, on parle parfois d'énergie aussi dans ces champs de gypse, ils dépendront des valeurs du maximum des UI, du maximum des VI, du maximum des alpha I. Donc on peut avoir des bornes et naturellement, plus delta de P est petit et plus la vitesse de convergence est rapide. Donc, comment est-ce qu'on a cette vitesse de convergence ensuite je reviens à mon papier précédent. On avait ici, voilà, voilà la vitesse de convergence. On part d'une distribution initiale, un échantillon, une représentation du graphe généré par Matelot qui a une distribution mu, et mu p puissance n, puisqu'on itère, ça c'est la théorie générale de l'algorithme de Gibbs, cette chaîne de Markov. À chaque fois, on a une transition avec matrice P, donc la deuxième fois c'est P2, la troisième P3, P puissance n, qui converge vers la distribution stationnaire. Et la distribution stationnaire, c'est vraiment tous les échantillons qu'on veut obtenir finalement. Donc on veut obtenir cette distribution stationnaire avec un certain pourcentage, disons qu'on veut en obtenir 95%, 97%. Bon, des indices V de mu pi, c'est une constante assez faible, et on a ce delta P puissance n. Et ce delta P est plus petit que pi, donc on prend le logarithme de cette quantité et on a le logarithme de la partie gauche qui est égal à une constante plus n fois le logarithme de delta P. Donc n est égal au rapport de deux logarithmes et on voit que n est petit quand delta P est plus petit que 1. Plus delta P est faible, naturellement, et plus n est petit pour se rapprocher, disons, à 95% de l'état stationnaire, c'est-à-dire générer une très grande partie des cas de test. Plus on augmente la précision, naturellement, plus n est grand. Hein, si on veut 100%, pour avoir 100%, il faut théoriquement, évidemment, une forte augmentation de n. Donc en conclusion, le but de Covadec est donc d'économiser les kilomètres à parcourir pour repérer l'environnement, comme je l'ai déjà dit. Ici, avec cette approche mathématique, il est très facile de voir sur des cas très simples qu'on gagne des facteurs de l'ordre de 1000 ou plus sur la génération des tests, c'est-à-dire que pour couvrir plus de 95-98% des situations, on aura non pas à générer ces grands lambda tirages, ces grands lambda, c'était le nombre d'états possibles qui peut être absolument, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 10 puissance 100, mais on aura des facteurs divisés par 1000, 10 000. Ça se voit avec la vitesse qui est donnée en fonction du rapport de ces deux logarithmes, c'est-à-dire que la convergence des échantillons vers la distribution totale se fait avec une vitesse, disons,
exponentielle et un facteur de l'ordre de plusieurs centaines, plusieurs milliers, chaque application étant évidemment particulière.